Donc, bonjour à tous. Donc, cette dernière session est consacrée à l'axe de travail sur l'eau dans la métropole, avec donc un certain nombre d'enjeux qui ont été à la base de la mise en œuvre du projet et du programme. Donc chacun des principaux axes de travail va être présenté au travers d'un exposé. Le premier concerne la simulation de la qualité de l'eau, surtout dans la Seine, et va être présenté peut-être par Nicolas Flippot. Oui, la réponse est oui, il va être présenté par Nicolas Flippot. Donc c'est très bien. Le deuxième exposé sera présenté par Gilles Varro sur le développement des méthodologies de suivi de la matière organique. Et le troisième sera présenté par moi-même sur la baignade. Alors vous avez remarqué que deux des pilotes de cet après-midi sont deux des orateurs, donc attendez-vous à ce qu'elles soient longues. Voilà. Merci à tous. Nicolas, je te passe la parole. Puisque tu me l'autorises, je vais faire long aussi. Alors. Il y avait un petit pointeur, je crois. Voilà. C'est bon ? Bien, bonjour, je vais vous parler des nouveautés quant à la simulation du métabolisme en rivière à l'aide du logiciel Prospea. Donc les principaux contributeurs de ces développements sont dans la salle, Shui Tao Wang, que je vois là-haut, malgré le projecteur, et puis Massioula Hassania, voilà, qui est là. Si vous avez des questions, peut-être qu'on leur passera la parole si besoin. C'est des travaux qui ont été engagés durant la phase 7 et qu'on n'a pas eu l'occasion durant nos colloques de présenter. Donc je suis très content d'en faire la synthèse aujourd'hui. On n'entend pas ? Donc, ces travaux mobilisent plusieurs équipes, l'école des mines, l'UMR Métis et aussi la direction de l'innovation du SIAP. Et ils tournent autour d'une technique qui s'appelle l'assimilation de données avec le logiciel Prospea pour parallèle et assimilation, le P et le A. Alors, le métabolisme des rivières, c'est une vieille histoire qui remonte pour ce qui est de la modélisation au début du siècle dernier, puisque le premier modèle de qualité de l'eau a été développé par Streeter Phelps. On en a déjà entendu parler avant-hier ou hier, je ne sais plus très bien, il y a eu tellement d'exposés. Et il permettait donc de relier l'oxygène dans une rivière au rejet de matière organique via une mesure de demande biologique en oxygène. Donc c'est un modèle assez simple, linéaire, d'ordre 1, qui a eu la peau dure puisqu'il a été utilisé pendant de nombreuses décennies. Alors le Pierre Hansen a très vite dépassé ce cadre de modélisation limité pour proposer dès le milieu des années 90 un nouveau type de modélisation, donc proposé par Gilles Billen et Josette Garnier avec le modèle RIV en 1994, qui avait la propriété, et qui a toujours la propriété, d'être centré sur des communautés de micro-organismes. Donc c'était une révolution conceptuelle de pouvoir se dire que dans le milieu, eh bien, on a des communautés qui ont des propriétés propres et qui vont réagir aux sollicitations que subit le milieu, donc les rejets anthropiques, mais pas que, et également les rejets, enfin les apports par les aquifères, par les feuilles, par les arbres qui perdent leurs feuilles, etc. Donc l'idée, ça suit le River Continuum concept de Vanop, c'est de dire que les communautés sont bien établies et que, en fait, la mesure de l'oxygène est une réponse de ces communautés à des sollicitations.
Donc ce modèle qui est j'aime bien l'appeler le cœur biogéochimique du Pierre Hansen, nous a permis de développer des outils dont le logiciel Riverstrahler que vous connaissez bien et également le logiciel PROS qui permet de représenter l'évolution de la qualité de l'eau en régime très transitoire, donc un modèle qui est assez adapté à l'étude de l'impact des rejets urbains permanents et de temps de pluie sur le fleuve. Le logiciel Riverstrahler, quant à lui, est plus adapté à la description globale de l'ensemble du réseau hydrographique de la Seine. Durant la phase 6, on a beaucoup travaillé sur l'amélioration du logiciel PROS tel qu'il était, avec pour la première fois l'incorporation de données haute fréquence qui provenaient des stations du projet Carbocène à l'époque, qui a maintenant permis au SIAP de développer son réseau de suivi et d'observation de la Seine en aval de l'agglomération parisienne, le réseau Mécène. Donc on a poussé le concept à bout, finalement, de cette vision du système centré sur des communautés qui avaient des propriétés physiologiques, certes déterminées par des expériences menées en laboratoire pour déterminer leurs propriétés, mais propriétés qui restaient constantes au cours du temps. Et donc cet exercice a pu être mené dans un cadre pluriannuel qui a permis d'enrichir notre compréhension du fonctionnement du système, mais à l'arrivée, on avait toujours, par exemple, comme c'est présenté ici, sur ce transparent, marche plus, eh bien, des écarts importants. Je ne sais pas si on voit la souris. Non, on ne voit pas la souris. Ah, voilà, ça remarche. Ici, donc, vous voyez des écarts importants. Et ces deux périodes, en 2011, en fait, correspondent à des périodes d'efflorescence algale. Et ça pose la question, les paramètres des micro-organismes sont-ils réellement constants au cours du temps? Et donc, pour pouvoir aborder cette question et améliorer dans la foulée les simulations de l'oxygène dans les rivières, on a effectué un changement de paradigme en se disant on va développer une méthode qui permet de faire varier au cours du temps les paramètres physiologiques des communautés de micro-organismes. Et cela a été fait grâce à l'implémentation, donc au développement d'un filtre particulaire pour pouvoir intégrer en temps réel en simulation les données qui proviennent des réseaux de mesure haute fréquence et en déterminer, en inférer les propriétés des communautés de micro-organismes associés. Donc là, l'assimilation de données, voilà comment ça fonctionne en fait. Vous avez donc des observations représentées ici par des petites étoiles, des étoiles noires et des étoiles bleues. Les étoiles bleues, c'est des observations courantes qui nous permettent de voir comment notre estimation, notre simulation représente l'état du système. Et puis les petites étoiles noires, ce sont celles où on se dit, eh bien là, à ce moment, on va utiliser l'observation pour corriger la manière dont le code estime les propriétés physiologiques des communautés. Et du coup, on regarde les écarts, on corrige les propriétés physiologiques et on repart sur une simulation en rouge. Et ce que vous avez en vert ici, c'est une simulation dans le cadre de propriétés statiques des communautés de micro-organismes. Donc ça permet de raccorder la manière dont le modèle représente l'évolution du système à des données en temps réel. Donc voilà ce qui a été développé pendant les dernières années pour aboutir à ce qu'on a appelé donc, le logiciel PROSPEA, donc qui, pour 220 km de rivière Seine, intègre les données de 8 stations d'observation en continu de l'oxygène, effectue cette assimilation de données dans PROSPEA, ce qui permet d'avoir des simulations, vous voyez ici, très précises de l'oxygène. Donc, les simulations sont en rouge comparées aux observations en noir. Et vous voyez que grâce à ces techniques d'assimilation de données, on arrive à très très bien représenter les variations d'oxygène dans le milieu. Et en plus
de cette amélioration des simulations de l'oxygène en un point donné de l'espace, eh bien, on est capable d'estimer la manière dont l'oxygène varie le long de la rivière à tous les pas de temps de simulation. Donc techniquement, cet outil utilise des architectures matérielles comme on les a actuellement, donc des ordinateurs qui permettent de faire plusieurs calculs en parallèle sur une même machine. Donc en parallèle, ça veut dire en même temps. Et le logiciel résout tout d'abord l'hydraulique, donc le problème hydraulique de la quantité d'eau et de sa vitesse dans le réseau hydrographique, pour ensuite faire des simulations en chaque point de l'espace de la manière dont le système vivant fonctionne, donc faire tourner le modèle biogéochimique RIVE. Et le filtre, en fait, réalise des simulations avec des paramétrisations différentes du code. Donc en parallèle, ce qu'il fait, c'est qu'il fait 500 simulations de l'état biogéochimique du système avec des propriétés fixées. Et la simulation de données nous permet de synthétiser tout ça pour pouvoir représenter l'avancée du système. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque pour chaque pas de temps et d'assimilation, on peut voir l'évolution au cours du temps des propriétés physiologiques des communautés du système. Donc ici, vous avez par exemple la croissance du phytoplancton, c'est HB, la croissance des bactéries hétérotrophes dans le système au cours du temps. Donc vous voyez, depuis le 7 février jusqu'au 21 février. Et puis ici, le rendement de croissance, et ici, la température optimale. Alors, vous pourriez me demander, mais pourquoi on n'a pas qu'une valeur? Pourquoi on a ces espèces de courbes? En fait, ces courbes sont intéressantes puisque ce sont les distributions statistiques des paramètres physiologiques des espèces. Donc, ça nous permet non seulement de faire une simulation où on peut avoir un état de l'oxygène, mais d'évaluer les incertitudes autour de cet état. Et c'est grâce à ces distributions statistiques qu'on est capable de quantifier les incertitudes en plus de la valeur que l'on cherche à modéliser. Donc je vous représente la courbe noire qu'on a vue tout à l'heure avec plus de niveau de détail, puisque vous voyez qu'ici on a associé les incertitudes, et en fait les incertitudes sont très très petites, puisqu'on ne voit qu'un faisceau rouge sur un faisceau noir. Donc en fait toutes nos simulations convergent pour dire qu'on simule très bien l'oxygène actuellement. Alors ça, c'est dans un monde idéal. On a choisi la meilleure station pour vous présenter les performances du logiciel. En fait, il reste quelques problèmes. Cette nouvelle approche a permis donc, de très bien représenter ce qui se passe au moment des efflorescences algales. Donc ça, on était très contents parce que c'est un vieux problème qui se pose à nous. Par contre, on a encore un problème de détermination de l'oxygène et donc du fonctionnement du système aux périodes de basse eau sans efflorescence algale. Donc c'est les périodes de l'année où le système est contrôlé par les bactéries. Donc une hypothèse qu'on a émise à ce moment-là, c'est de nous dire, alors on a été travailler le fonctionnement du système, on va faire l'hypothèse que les écarts sont liés à des problèmes d'estimation des apports en matière organique à notre modèle. Donc le travail de thèse de Massioula Hassaniar a commencé à ce moment-là, et on a été étudier la sensibilité du système à ces apports, à la connaissance de ces apports en matière organique, et notamment en matière organique biodégradable. Donc on a réalisé 3 analyses de sensibilité, une première en mettant dans le pot commun tous les paramètres qui étaient potentiellement d'intérêt, et on s'est rendu compte qu'en fait, l'état du système, en base d'eau à l'étiage, est contrôlé par la mortalité des bactéries, par leur croissance et par leur rendement. Bon, rien de bien nouveau à ce moment-là. Donc Jean-Marie nous a fait remarquer, mais pourquoi vous n'utilisez pas une croissance nette? On s'est dit, oui, pourquoi on n'utilise pas une croissance nette? On l'a fait, donc on a fait 2 simulations, une avec une croissance nette des bactéries fortes et une avec une croissance nette des bactéries faibles. Et là, on se rend compte que dans le cadre des croissances fortes
bactérienne, eh bien, la quantité de matière organique biodégradable devient un facteur de contrôle du système. Donc on est revenu à notre approche et on s'est dit, eh bien, il faut qu'on intègre dans notre schéma d'assimilation de données cette information sur le contenu en matière organique biodégradable du système. Et c'est ce que Massioula a commencé à développer en proposant d'intégrer à Prose le schéma de modélisation de la matière organique. Donc maintenant, dans le logiciel Prose, on rentre directement des informations sur le carbone organique total ou des informations sur la DBO qu'on transforme en carbone organique total. Et le logiciel prend en charge la modélisation de la matière organique, ce qui nous permet d'assimiler et donc de déterminer au cours du temps quelle est la quantité de carbone organique biodégradable dans les amont du système. Alors, ça nous ajoute de 1 à 3 paramètres nouveaux dans notre schéma, ce qui n'est pas gênant vu les temps de calcul. Pourquoi 1 à 3 paramètres? C'est qu'en fait, on distingue la matière organique qui provient des stations d'épuration, la matière organique qui provient des déverseurs d'orage et la matière organique qui provient des grands fleuves. Donc, les résultats de tout ça, vous les aurez... Oh, c'est plus qu'il en faut. Vous les aurez l'année prochaine. Puisque c'est en cours de programmation numérique. Donc, pour conclure ces évolutions récentes, donc, quelles sont les grandes avancées? L'intégration des mesures haute fréquence dans la modélisation numérique par assimilation de données permet plusieurs choses. D'abord, d'établir une vision dynamique du fonctionnement du système en termes de succession d'espèces de micro-organismes. Et en plus de cela, d'aboutir à un outil performant capable d'estimer spatialement et temporellement avec une grande précision et de faibles incertitudes les concentrations en oxygène dissous dans la Seine, et notamment en période critique d'efflorescence algale. Un travail est en cours afin d'estimer par assimilation de données le contenu en matière organique dissoute biodégradable dans les principales rivières du bassin, donc la Seine et la Marne, et puis l'Oise aussi, puisque c'est un affluent important de notre système. L'analyse de sensibilité poussée a montré que la matière organique biodégradable était un facteur de contrôle important du métabolisme en rivière durant l'étiage pour des communautés algales qui croissent rapidement. Et l'inclusion donc, du modèle de matière organique est en cours dans le logiciel Prose. En perspective, eh bien, on a hâte de pouvoir simuler donc, précisément le métabolisme à toutes les périodes de l'année de la Seine, à toutes les périodes de l'année et également maintenant à l'étiage, donc qui est le dernier point critique pour nous. Pour pouvoir améliorer encore ces simulations, on envisage d'offrir la possibilité d'intégrer des informations beaucoup plus sporadiques sur la matière organique du système dans ce schéma d'assimilation de données, donc ce qui renforcera encore la crédibilité de l'outil. Des questions continuent à se poser sur l'impact des processus sédimentaires sur la qualité de l'eau de la Seine, et notamment sur la quantification de la contribution de ce compartiment au métabolisme de la rivière. Et puis, on a très envie de passer donc, dans la grande tradition pyrénéenne à la reconstitution d'une petite trajectoire, mais d'une trajectoire quand même, qui est celle de la Seine depuis le début du XXIe siècle. Et à moyen terme, cet outil qui offre des possibilités de calcul intéressantes et très efficaces pourrait être mobilisé afin d'adapter les niveaux de traitement en STEP à la capacité du système à absorber un apport en matière organique. Et j'en ai fini. Donc nous avons quelques minutes pour quelques questions. Alors, soit je fais l'animateur qui sait poser... J'en ai au fond, il y en a deux, j'ai vu deux mains. Vas-y. Oui, là. Je cherchais le micro.
William Thomas, DRI AT de France. Bon, bravo pour le travail, parce que c'est un super travail, mais nos problèmes se situent surtout quand il y a de faibles débits, une très forte température et en plus de forts orages, notamment au-dessus de 15 mg. Et là, on peut avoir des creux d'oxygène, que ce soit à Colombes, à Bougival ou à Andrézy, qui peuvent atteindre 2 mg, voire un peu moins. Alors, est-ce que vous allez, enfin, toute l'équipe, est-ce que Nicolas, tu vas arriver à faire une bonne simulation de ces périodes de crise qui arrivent très souvent quand même, hein. Voilà. Alors ça, c'est ce que je mentionnais dans les 13 à 15 paramètres. En fait, on a pour objectif de paramétrer le contenu en matière organique des déversoirs d'orage également, dans l'optique d'être capable de simuler les processus dont tu viens de parler. On avait fait un travail dans le cadre de la thèse de Lauriane Villemain, parce que le problème pour ces déversoirs, c'est qu'on a des données qui sont quand même pas très bien résolues, mais je pense que Jean-Marie va en reparler de manière plus précise avec les travaux de... Je ne sais pas si tu mentionnes les travaux de Paul. En gros, dans les simulations actuelles avec PROSE, on utilise des données horaires. Et les données horaires font qu'à un instant T, la contribution... les données journalières, pardon, pas horaires, font qu'à un instant T, l'estimation de l'apport en matière organique est très insuffisant au système pour représenter les creux d'oxygène dont tu parles. Donc l'idée, c'est d'être capable de transformer cette information moyenne journalière en une information à plus court pas de temps. Et ça, on va le faire avec cette technologie de changement des propriétés, enfin des contenus en matière organique de ces rejets à pas de temps fin. Est-ce qu'on a une autre remarque en direct ou... Il y aura de la place pour d'autres questions. Donc, Gilles Varro va nous parler du développement d'un capteur à fluorescence pour la caractérisation in situ de la matière organique dissoute. Oui. Le suspense était insoutenable. Insoutenable. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de nos travaux des 3 dernières années qui ont consisté à développer un capteur de fluorescence pour caractériser la matière organique dissoute en rivière in situ et à fréquence élevée. Donc ces travaux ont été faits dans le cadre des programmes Pyrène, Mécène, Mocopé, et donc nous sommes plusieurs co-auteurs, donc Angélique qui est dans la salle, Nadège Musabimana qui est une doctorante qui vient de rentrer chez nous, Sabrina Guérin et Vincent Rocher du SIAP, et puis moi-même, Gilles Varro. Voilà. Donc, premièrement, pourquoi s'intéresser à la matière organique? Je crois que je n'ai pas besoin de m'étendre trop là-dessus. Vous êtes très nombreux à savoir quelles sont les conséquences de la présence de matière organique dans les milieux aquatiques. Nicolas vient d'en reparler. Par contre, je peux peut-être rajouter quelques mots sur, bien sûr, les stations de potabilisation, où effectivement la matière organique va aussi jouer un rôle dans l'élimination des micropolluants, et elle va éventuellement aussi jouer un rôle sur la formation de sous-produits de désinfection cancérigènes si elle n'est pas suffisamment bien éliminée dans les stations de potabilisation. Alors tous ces processus biogéochimiques dans lesquels est impliquée la matière organique, et la matière organique dissoute, ça va dépendre bien sûr des quantités de matière organique, mais ça va dépendre aussi beaucoup de sa nature chimique. Et les travaux des précédentes phases du Pyrène, les phases 6 et 7, ont montré qu'il y avait des variations spatio-temporelles très importantes de matière organique dans le bassin de la Seine, entre l'amont et la vallée de l'agglomération parisienne. Variations spatio-temporelles importantes en termes de quantité, mais aussi en termes de nature chimique de la matière organique. Et donc, pour mieux comprendre
ces processus biogéochimiques, eh bien, il est nécessaire de mieux caractériser la matière organique en rivière et aussi dans les rejets de stations d'épuration. Alors pourquoi utiliser la fluorescence? Je vais d'abord vous donner quelques éléments de principe, hein, je vais passer très vite. Donc la fluorescence, pour susciter ce phénomène de fluorescence, on va d'abord exciter les molécules organiques avec des photons qui sont émis par une source à une longueur d'onde qui est généralement située entre 250 et 400 nanomètres. Les molécules organiques vont s'exciter, mais l'état excité n'étant pas stable, eh bien, certaines d'entre elles vont, en se désexcitant, émettre des photons. Donc c'est les photons émis par fluorescence. Et la longueur d'onde de ces photons qui sont émis par fluorescence dépend de la nature chimique de la molécule. Et donc ces molécules organiques, elles peuvent contenir des groupements fluorescents, qu'on appelle aussi des fluorophores, et qui sont caractérisés par un couple de longueur d'onde d'excitation et longueur d'onde d'émission. Et donc lorsqu'on réalise une analyse en spectrofluorescence 3 dimensions d'un échantillon de matière organique, eh bien on obtient ce type de spectre, donc c'est une matrice excitation-émission ou alors un spectre de fluorescence 3D, avec en ordonnée la longueur d'onde des photons qui ont servi à exciter la matière organique, en abscisse la longueur d'onde des photons qui ont été réémis par fluorescence par cette matière organique. Et puis la couleur, eh bien, c'est l'intensité de fluorescence qui est mesurée pour chaque couple de longueur d'onde d'excitation et longueur d'onde d'émission. Alors, sur ce spectre de fluorescence 3 dimensions, on peut distinguer différentes zones de fluorescence. Et pour interpréter ces spectres de fluorescence 3 dimensions, pendant de nombreuses années, on a utilisé des bandes prédéfinies, avec par exemple des bandes alpha et alpha prime qui correspondent plus à de la matière organique dite de type humique, ou des bandes gamma-delta plutôt de la matière organique de type protéinique. Donc vous voyez que la spectrofluorescence 3 dimensions permet de distinguer différentes familles de molécules organiques. Alors, de nos jours, on utilise plutôt des outils d'analyse de données multivariables, dont notamment Parafac. Parafac permet de décomposer les spectres expérimentaux en une combinaison linéaire de composantes de fluorophores. Donc chaque spectre de fluorescence de notre jeu d'échantillons, 30 ou 40 échantillons, chaque spectre de fluorescence va être décomposé en un certain nombre de fluorophores, typiquement de l'ordre de 5 à 10 fluorophores, suivant le type d'eau à laquelle on a affaire. Alors, la caractérisation de la matière organique dans les eaux du bassin de la Seine a été commencée il y a maintenant un certain nombre d'années, notamment dans les dernières phases du Pyrène. Et dans le bassin de la Seine, on a trouvé 10 fluorophores dans les eaux de surface, 6 fluorophores dans les eaux souterraines de la plaine de la Bassée. Dans les eaux usées parisiennes, des stations d'épuration de l'agglomération parisienne, on a trouvé 6 fluorophores. Et généralement, dans la littérature scientifique, on a entre 5 et 10 fluorophores, suivant le type d'échantillon. Alors, ces fluorophores sont potentiellement différents suivant le type d'eau à laquelle on a affaire. Et puis même d'une rivière à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes fluorophores qui sont présents dans l'échantillon. Alors, qu'est-ce que nous a apporté la spectrofluorescence 3D ces dernières années en termes de caractérisation de la matière organique? Eh bien, ça nous a permis, notamment dans le cas du bassin de la Seine, de mieux comprendre la dynamique de concentration et la dynamique de nature chimique de la matière organique dissoute en rivière. Et donc ça, c'est des travaux qui ont été faits dans le cadre du bassin de la Seine. Et puis, des travaux dans les littératures ont pu montrer que les variations spatio-temporelles de la matière organique, elles se faisaient à une échelle hebdomadaire, mensuelle bien sûr, mais elles pouvaient même se faire à une échelle journalière, suivant les processus qui vont affecter la matière organique dissoute. Donc même à l'échelle journalière, on arrive à avoir des variations de qualité et de quantité de matière organique présente dans l'eau. On arrive aussi plutôt bien à prédire la concentration en carbone dissous en rivière, c'est-à-dire à estimer sur la base de mesures de fluorescence, on arrive à estimer sur la base de mesures en fluorescence la concentration en carbone organique dissous en rivière. La spectrofluorescence 3D est aussi une méthode qui est
plutôt utile pour servir de traceur d'apport d'eau usée en rivière. On arrive à distinguer les apports d'eau usée en rivière. Et puis, certaines études ont montré également qu'avec ces techniques de spectrofluorescence 3D, on pouvait avoir une indication sur la qualité microbiologique des eaux. Alors, l'intérêt de cette technique de spectrofluorescence 3D, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide, c'est une technique optique, elle est beaucoup plus rapide que les techniques classiques qui permettent de caractériser la matière organique dissoute. Alors, pourquoi on s'intéresse à la mesure à haute fréquence de cette matière organique dissoute ? C'est tout simplement, bien sûr, pour mieux suivre sa dynamique, notamment en période transitoire, lorsqu'on a des rejets urbains de temps de pluie, lorsqu'on a des crues, lorsqu'on a des dysfonctionnements de stations d'épuration, on a des phénomènes qui sont transitoires, qui ne durent pas forcément très longtemps dans le temps, et donc c'est difficile de suivre ces phénomènes avec des prélèvements ponctuels. Donc l'utilisation de capteurs, de sondes, permettrait de suivre avec une bonne résolution ces phénomènes. Et puis, l'utilisation d'un capteur, évidemment, ce serait un capteur installé in situ, donc directement dans l'eau, ça permet de considérablement augmenter la cadence analytique, donc ça permet d'avoir une mesure haute fréquence. Alors, ce que j'appelle haute fréquence, c'est des mesures environ toutes les 15 minutes. Et puis, deux autres aspects très intéressants, c'est que contrairement aux prélèvements ponctuels, entre le moment où on prélève l'échantillon de matière organique dissoute et le moment où on va analyser, il va s'écouler plusieurs heures. Et des tests qui ont été menés chez nous ou dans d'autres laboratoires montrent que dans ce laps de temps, on peut perdre une quantité de matière organique assez importante, notamment la fraction la plus réactive, la fraction biodégradable, qui nous intéresse quand même au plus haut point. Donc l'intérêt de ces sondes, bien sûr, c'est de ne pas avoir d'évolution de l'échantillon entre le prélèvement et l'analyse, puisque l'analyse est in situ. Et puis, autre point important, on n'a pas de risque de contamination de l'échantillon. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé en fin 2017-2018 d'utiliser des sondes de fluorescence pour suivre la dynamique de la matière organique dissoute ou en station d'épuration ou dans les milieux aquatiques. Alors on a fait une revue des sondes commerciales qui a été réalisée en 2017, réactualisée en 2020. Et on s'est aperçu que globalement, les sondes de fluorescence commerciales étaient principalement destinées à l'analyse des classes d'algues, ce qui ne nous intéressait pas ici. Et pour celles qui sont utilisées pour l'analyse de la matière organique dissoute, généralement, on peut analyser seulement 2 à 3 fluorophores. Ce qui est un peu ennuyeux, parce que je vous ai dit ici que généralement, lorsqu'on étudie la matière organique dissoute, c'est plutôt une petite dizaine de fluorophores qui est présente dans l'échantillon. Et ces fluorophores ne sont pas les mêmes d'une rivière à l'autre ou d'une eau usée à une autre rivière. Donc ça veut dire que c'est très intéressant d'être capable d'analyser non pas 2 ou 3 fluorophores, mais plutôt plusieurs dizaines de fluorophores. Voilà, donc comme on n'a pas trouvé dans l'offre commerciale des sondes qui nous permettent de réaliser des analyses avec un grand nombre de fluorophores, on s'est lancé en 2018 en collaboration avec le SIAP dans le développement d'une sonde Olesu, et c'était l'objet du postdoc d'Angélique entre 2018 et 2019. Donc notre cahier des charges était assez clair. Nos objectifs, le principal objectif, c'était d'avoir un grand nombre de fluorophores analysés, plusieurs dizaines de fluorophores analysés. Et puis les autres points sont des points plus classiques lorsqu'on cherche à développer une sonde. On cherche évidemment à avoir des mesures exactes, robustes et une fiabilité bonne, évidemment. Donc, pendant toute la première année du postdoc d'Angélique, on a réfléchi sur les choix technologiques qu'on allait devoir faire pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et on a particulièrement réfléchi sur les sources d'excitation qu'on allait utiliser, parce que pour qu'il y ait fluorescence de la matière organique, il faut l'exciter, donc il y a différentes sources d'excitation qui étaient possibles. Et puis on a aussi beaucoup réfléchi sur le type de détecteur qu'on allait utiliser, puisque suivant le type de détecteur qu'on utilisait, on aurait une sensibilité et puis une robustesse qui serait assez différente. Donc ça a été, finalement, ça nous a occupé toute l'année 2018. Et puis à la fin 2018, après avoir rencontré pas mal de commerciaux, d'avoir discuté avec pas mal de gens, d'avoir testé pas mal de sources, pas mal de détecteurs, on est arrivé à un concept qui nous semblait robuste à Angélique et puis à moi. Et donc on a réalisé un montage,
un peu artisanale, mais quand même qui nous a permis d'apporter la preuve de concept qu'on pouvait analyser un nombre de fluorophores élevé et qu'on avait une sensibilité qui était tout à fait compatible avec l'analyse dans les milieux aquatiques. À partir de 2019, on a été en lien avec un bureau d'études spécialisé en optoélectronique, parce que ce n'est pas notre métier, on n'est pas opticien, on n'est pas électronicien. Et donc, bien, ce bureau d'études nous a permis de mettre au point un prototype fonctionnel. Alors, il y a eu quand même pas loin de 2 ans d'échanges entre nous et ce bureau d'études. On a testé plusieurs sondes différentes, plusieurs systèmes, pour finalement arriver à la mi-2021, donc c'est tout récent, à un premier prototype industriel qui nous a été livré en juin 2021. Ça, c'est la première version, la V1, et puis suite aux quelques améliorations qu'on a décidé d'apporter, eh bien, on aura livraison de 3 sondes supplémentaires, la V2, au début 2022, et ensuite un déploiement en station d'épuration et en rivière, mais j'en parlerai un petit peu plus après. Donc cette sonde, principal avantage par rapport à l'existant, c'est qu'elle permet d'analyser un nombre important de fluorophores, puisqu'elle permet d'analyser 32 fluorophores, ce qui est un avantage clé pour permettre une meilleure caractérisation de la matière organique dissoute et donc des processus biogéochimiques dans lesquels elle est impliquée. Cet avantage nous permettra aussi de mettre en place des modèles prédictifs de paramètres physico-chimiques de la matière organique dissoute. Dans les travaux qui ont été menés chez nous jusqu'en 2017-2018, on a montré qu'avec la spectrofluorescence 3D, donc une mesure qui est très rapide et peu coûteuse, on pouvait estimer avec une très bonne précision la demande chimique en oxygène, la demande biochimique en oxygène des eaux usées, et qu'on pouvait aussi estimer la concentration en carbone organique dissous dans les milieux aquatiques. Alors, autre avantage de cette sonde, c'est qu'on peut analyser 32 fluorophores, mais que finalement, à la construction de la sonde, on peut choisir ces 32 fluorophores. Donc, on peut très bien imaginer avoir une sonde qui serait plus adaptée à la mesure de la matière organique dans les milieux aquatiques, et puis une autre qui serait plus adaptée à la mesure de la matière organique en eau usée, par exemple. Alors, on a commencé évidemment à s'amuser avec cette sonde. Et donc, on a étalonné cette sonde sur 3 types de composés, donc 2 composés protéiniques et puis un type d'acide humique. Et on voit qu'on a une linéarité des gammes étalons qui est bonne. Hein. Il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là. On a calculé des limites de quantification qui sont très basses et on a des limites de quantification qui sont 7 à 25 fois inférieures aux concentrations minimales mesurées en scène. Donc c'est une sonde qui a une sensibilité tout à fait suffisante pour le suivi de la MOD en scène, et elle est même compatible avec une utilisation en filière de potabilisation de l'entrée à la sortie de la filière. En termes de justesse des mesures, eh bien, on a réalisé en laboratoire des mélanges avec des échantillons réels de sortie de station d'épuration et d'eau de Seine. Donc on a fait des mélanges avec différentes proportions de l'un et de l'autre. Et on a sur ces 3 graphiques, donc tyrosine, tryptophane, substance humique, on a en ordonnée le signal obtenu avec la sonde, et puis le signal obtenu avec un spectrofluorimètre de paillasse qui nous sert de référence. Et on voit qu'on a un très bon accord entre ce qui a été mesuré avec la sonde et ce qui a été mesuré avec le spectrofluorimètre de paillasse. Pour la quasi-totalité des cas, on a moins de 10% d'écart entre la valeur mesurée par la sonde et les valeurs mesurées par le spectrofluorimètre de paillasse. En termes de répétabilité, les essais qu'on a menés depuis juin sont tout à fait satisfaisants, puisqu'on a des écarts types relatifs qui sont inférieurs à 3% pour toutes les répétitions qui ont été effectuées. En termes de robustesse, alors c'est le début, on ne peut pas encore parler trop sur ce paramètre-là, mais on a quand même réalisé 2000 séquences de mesures depuis juin, sans dysfonctionnement, et dont 800 qui ont été réalisées dans un environnement un peu agressif quand même, puisqu'il s'agit d'eau usée décantée. D'ailleurs, on a ici les premiers résultats de suivi de la matière organique dissoute en station d'épuration après l'étape de décantation. Donc c'est dans le hall d'essai de la station d'épuration Seine-Centre, avec des mesures toutes les 15 minutes la première semaine, toutes les 30 minutes la deuxième semaine. Ici, on a l'intensité de fluorescence pour 3 fluorophores, tyrosine, tryptophane et substance humique. Donc on voit bien une variation quotidienne qui était
attendu, qu'on avait déjà mis en évidence. Et puis ici, c'est le signal qui nous permet de mettre en évidence la stabilité des sources de photons et du détecteur. En fait, on a un système qui permet de contrôler la dérive des sources et du détecteur, et on voit qu'on a une stabilité qui est plutôt tout à fait satisfaisante. Pour l'instant, on n'a pas encore d'encrassement. Un des problèmes des sondes, effectivement, c'est d'avoir un encrassement, notamment du hublot avec des biofilms qui peuvent se former. Pour l'instant, on n'a pas d'encrassement, mais bon, la durée de mesure est encore quand même relativement courte, donc on verra ça par la suite. Donc, cette sonde fluocopée nous donne pour l'instant vraiment satisfaction. Elle est sensible, elle analyse un grand nombre de fluorophores. Il y a une bonne exactitude de mesure. Et il y a un brevet qui est en cours de dépôt, un brevet conjoint LESU-SIAP. Alors, dans les perspectives, pendant l'automne 2021 et l'hiver 2022, va continuer nos tests dans le hall d'essai du SIAP, notamment pour caractériser la robustesse, l'encrassement, l'exactitude des mesures, en comparant les mesures faites avec la sonde avec celles réalisées par un spectrofluoromètre de paillasse. On va notamment aussi s'intéresser à l'effet des interférences, de la turbidité, à la température, au filtre interne. Et puis surtout, on va aussi essayer d'estimer la maintenance nécessaire à cette sonde, notamment les besoins de recalibration, de nettoyage. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de vision là-dessus, mais les premiers essais sont plutôt encourageants. Au début 2022, donc, on aura 4 sondes qu'on va déployer, 2 en station d'épuration à Seine-Aval et puis la station d'épuration à Pierre-Bénite à Lyon, et puis 2 autres qui iront en rivière. Et peut-être, ça c'est à voir, une phase d'industrialisation en 2022. Et puis pour finir, et c'est sans doute en lien avec ce que disait Nicolas pendant sa présentation, le déploiement de la sonde, c'est un des objectifs de la thèse de Nadège Mussabimana, mais l'autre objectif de la thèse de Nadège, c'est de caractériser la fraction biodégradable de la matière organique dissoute par spectrofluorescence. Donc ce qu'on cherche à avoir, c'est d'avoir des fluorophores qui seraient des bons estimateurs de la matière organique rapidement, lentement, rapidement biodégradable, lentement biodégradable et entre guillemets réfractaire. Donc si on arrive à faire ça dans le cadre de la thèse de Nadège, en combinant ça avec l'utilisation de la sonde, on pourrait espérer avoir un suivi à haute fréquence et in situ des différentes classes de biodégradabilité de la matière organique dissoute en rivière et puis en rejet aussi, pourquoi pas, de stations d'épuration. Merci pour votre attention. Merci. Donc je laisse le micro à Alexandre, qui va courir dans la salle avec. Et je l'ouvre aux questions. Merci Hélène Blanchot-Métis. J'avais 2 questions en fait. La première concerne les teneurs en MES maximales que vous espérez pour avoir la même reproductibilité en fin de compte du capteur. Et la deuxième, c'est peut-être un intérêt personnel, mais peut-être que ça fait partie du dépôt de brevet. Quelle est la méthode anti-fouling que vous utilisez? Est-ce que au moins c'est une méthode chimique ou autre? Alors pour l'anti-fouling, je ne sais pas si je peux le dire, puisque normalement on ne doit pas parler de la technologie vu que ce n'est pas encore déposé. Ce n'est pas chimique, c'est purement mécanique et très artisanal, enfin au classique quoi. Voilà. Il n'y a rien de chimique en tout cas. Et ça marche plutôt, voilà, et ça marche plutôt bien. Concernant les... Dis rien, tu es filmé. Ah ben c'est Daniel qui vous filme, moi j'ai rien fait. Concernant les MES, alors les MES, oui effectivement, c'est un interférent possible des mesures de fluorescence. Alors on a eu un stage de M2 là-dessus en 2019 qu'on a encadré avec Angélique. Globalement, ces interférences, elles peuvent être corrigées. Elles sont, on va dire, relativement faibles tant qu'on est hors période de crue.
Dès qu'on est en période de crue, évidemment, ça devient un peu plus important. Je ne parle même pas des entrées de... Ça devient un peu plus important. Je ne parle même pas des entrées de steppe où là, évidemment, voilà. Donc, voilà. En eau décantée, en steppe, c'est des choses qu'on sait gérer. On a des méthodes de correction des interférences. En eau de rivière, en période de crue, on sait gérer aussi. En période de crue, ça, on n'a pas encore testé, finalement. Bon, je pense, vu les données qu'on a, je pense que ça se corrigera avec les méthodes de correction dont on dispose. Mais effectivement, il faut en tenir compte. Les MES et puis la température aussi. Les variations de température, elles jouent un rôle et il faut y corriger, sinon, évidemment, on va avoir des dérives du signal qu'on pourra attribuer à une différence de qualité de matière organique dissoute. Or, c'est juste la température, quoi. Tout à fait. Combien est-ce que tu vas la vendre? Ah, moi, je vends rien. Hein. Moi, je vends rien. Actuellement, le prototype, mais c'est un prototype, hein, donc il n'y a pas de... Évidemment, c'est des petites séries. On est sur du 20 000 € hors taxe. On espère qu'avec l'industrialisation, et peut-être s'il y a des séries un peu plus grandes, on espère descendre entre 12 et 15 000 €. Ouais. Oui, merci Gilles. Est-ce que vous avez pensé à faire des mesures de biodégradabilité dans des petits labos mis sur la berge, genre je fais une mesure avec une sonde, je pompe, je mets tout ça au noir et j'ai une autre sonde qui analyse ma matière organique à côté, quoi, pour pouvoir faire une mesure de DBO. Non, pour l'instant, ce qu'on fait avec Nadège dans le cadre de sa thèse sur la biodégradabilité, c'est des tests classiques CODB, tels qu'ils sont utilisés par Josette notamment. Hein. Donc c'est des tests classiques de CODB, on prélève l'échantillon, on le ramène du plus vite possible au laboratoire et puis on regarde la biodégradation sur 45 jours à l'obscurité. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Mais donc, comment? Sur la berge? Ouais. Le problème, c'est que c'est des processus qui sont quand même un petit peu longs, quoi. Donc, mais il faut qu'on en reparle, oui. Eh ben oui, du coup, oui. Merci. Donc maintenant, on va avoir une présentation à 2 voix, c'est ça? Ou une voix? Une voix et demi, on va dire. Une voix et demie, donc. Voilà. Non, c'est pas pratique, hein, j'aime pas trop non plus ça, mais bon. Donc on va avoir une présentation de Jean-Marie Mouchel et puis de Gabriel Boulot sur des aspects liés, bien sûr, à la baignabilité. Sujet chaud. Voilà. Donc, à vous. Bien, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter une série de travaux en insistant sur la manière dont elle s'intègre dans une approche collective menée par de nombreuses personnes et de nombreuses institutions concernant les approches à mener pour la baignade en Seine, la future baignade en Seine. Donc j'ai un peu changé mon titre. J'en ai profité pour mettre une grande liste de personnes qui s'impliquent dans ces différents travaux. Et j'ai quand même fini par et collaborateurs, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'autres. Donc voilà, donc un travail qui s'inscrit dans une démarche en cours qui nous dépasse, mais dans laquelle le programme Pyrensen s'inscrit. Alors, juste pour rappel, hein, les enjeux baignade en Seine et en Marne, ça concerne l'idée de faire que les habitants retrouvent une relation plus forte avec l'eau. L'idée générale est là, la baignade est un des aspects. Ça permet de porter des projets phares, notamment la question de la baignade en Marne, qui est portée par le syndicat Marne Vive depuis un certain temps, avec une programmation de l'ouverture en 2022. Et, selon tout le monde a entendu parler partout, là, les Jeux Olympiques de 2024, avec des épreuves de natation en eau vive qui sont prévues en Seine. Donc ça a été le grand bloom. Tout le monde s'est dit, ouais, on va tous aller se baigner en Seine. Ça a été le facteur déclenchant d'une énorme série de travaux, de projets, etc., destinés à améliorer la qualité de la Seine pour être en mesure de se baigner dedans en 2024. Donc c'est un défi, hein, c'est ce qui permet d'avancer.
Quand on regarde les évolutions des courbes de concentration de bactéries fécales en Seine depuis un siècle, on voit que ça a monté, puis ça a baissé, puis depuis 10 ans, ça ne baisse plus trop. Et donc, effectivement, le fait d'annoncer cet enjeu nouveau donne un élan nouveau sur les progrès à faire. Alors, de nombreux acteurs s'intéressent à ça, bien sûr. La petite carte ici, qui a été faite par l'APUR, donc l'atelier d'urbanisme de la ville de Paris, qui date de 2018, c'est la liste des villes qui ont souhaité que soit installée une baignade chez eux. Il y en a 22. En même temps, installer une baignade et pouvoir avoir le droit d'autoriser une baignade en eau vive, ça demande un certain nombre de choses. Et notamment, on en est avec la directive, on est toujours avec la directive de 2006 qui va être revisitée bientôt, elle aurait déjà dû l'être, qui impose des niveaux de ce qu'on appelle les bactéries indicatrices fécales, qui sont des organismes présents dans les fesses de tous les animaux à sang chaud, et qui sont, quand ils sont présents, c'est qu'il y a eu un déversement assez récent d'eau usée, ou d'eau usée dont le traitement n'a pas été jusqu'à l'élimination totale de ces bactéries indicatrices fécales. On dit des BIF. Ça permet d'autoriser la baignade. Il faut 4 ans de données, il faut au moins 4 mesures par an. Et à partir de cette série, on va pouvoir décider si on est dans les normes ou pas. Et la norme, c'est, pour être suffisant, il faut moins de 900 Escherichia coli pour 100 millilitres dans 90% des échantillons. À côté de ça, le fait qu'une baignade soit autorisée n'empêche pas de devoir la gérer, c'est-à-dire d'être capable d'empêcher que les gens se baignent en cas de crise. Et pour ça, il y a d'autres normes qui n'en sont pas vraiment, des avis sur la manière d'autoriser, qui sont remis en cause parfois. Et notamment, il y a une norme sur, il faut fermer durant au moins 72 heures et il faut que les niveaux ne dépassent pas 1800 au lieu de 900. Je ne rentre pas dans les détails, mais juste pour dire qu'il y a un certain nombre de données qu'il faut avoir en main si on veut que la baignade puisse se développer. Du coup, comme les communes souhaitaient en grand nombre avoir des baignades, c'est mis en place une série de mesures, une série de programmes de mesures qui sont, toutes ces données sont regroupées par la ville de Paris qui a fait un très gros travail pour réussir à mettre ça en place. Et la carte qui est ici, c'est la carte de toutes les stations de mesure actuellement suivant la quantité de bactéries indicatrices fécales en Marne et en Seine, et aussi dans le canal de l'Ourcq, puisque la ville de Paris est très intéressée par la qualité du bassin de la Villette, qui est alimenté par le canal de l'Ourcq. Il y a 93 stations actives. Il y a actuellement 8690 lignes de données dans cette base qui a ouvert en 2015, juste pour la saison d'été, de juin à septembre, et qui va en se densifiant. Le nombre de mesures par semaine sur chacune de ces stations croît. Ce sont des données journalières, c'est-à-dire que typiquement, pour arriver à bien dessiner l'impact d'un rejet urbain de temps de pluie dont la durée sera plus courte qu'un jour, c'est peut-être pas exactement le réseau qu'il faut, mais c'est un réseau qui répond à la norme. Alors je me suis dit, je vais vous faire une super analyse de ce qu'il y a dans cette base. Puis j'ai renoncé parce qu'il y en a beaucoup trop. Enfin, j'ai essayé de commencer ça hier soir. C'était un peu chaud, voilà. Alors, face au fait que finalement la Seine et la Marne, dans certains endroits, oui, mais pas partout, ne sont pas vraiment baignades encore, il y a une série de travaux et de mesures projetées, notamment qui ont été intégrés dans le schéma directeur du SIAP, mais qui demandent aussi que d'autres collectivités fassent un certain nombre de choses. Par exemple, corrigent les mauvais branchements, entre autres. Donc il y a des actions de désinfection sur les grosses stations de Seine-Valenton et Marne-Aval qui vont être menées. Les questions des connexions, donc des mauvaises connexions sur le mauvais réseau, va être traitée ou est en cours de l'aide, ça va prendre du temps. La question des bateaux, des gens qui habitent sur des bateaux, parfois il y en a qui rejetaient directement leurs eaux usées, ça ne fait pas un flux gigantesque par rapport à l'ensemble des autres, mais c'est directement dans la Seine. Et puis des travaux sur
limitation du ruissellement urbain à la source et des travaux sur le stockage et le traitement des eaux de pluie, enfin des eaux qui sortent des réseaux pluviaux dans un certain nombre de sites. Voilà. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que les chercheurs peuvent faire? Quel rôle sont-ils susceptibles de jouer? Un des premiers rôles, c'est de développer les modèles qui permettent de suivre au cours du temps comment est-ce que les travaux menés arrivent finalement à atteindre les objectifs qu'on leur donnait, donc d'être capable de simuler l'impact attendu des travaux et de regarder si, oui ou non, est-ce que ce qu'on observe correspond. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à faire. La deuxième grande idée, c'est de contribuer à la partie gestion, c'est-à-dire pouvoir dire, attention, là, il faut que la baignade ferme, ça y est, elle rouvre, il fait beau, c'est bon, l'eau est propre. Là, il y a un très gros travail à faire aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire, et donc il faut arriver à développer ça. Alors, il y a plusieurs approches possibles. Une première approche, c'est de développer des modèles statistiques fondés essentiellement sur les données météorologiques et les données de débit des jours d'avant, en disant attention, demain, à tous les coups, ça ne va pas être baignable, donc il faut que la baignade ferme. Donc ça, c'est une approche. Alors, il y a plusieurs méthodes qui ont été testées, qui le seront encore. Il y a une approche sur le développement de capteurs qui sont capables en continu de mesurer la quantité de bactéries indicatrices fécales présentes dans l'eau. Alors c'est pas mal, mais ça ne suffit pas tout à fait. C'est-à-dire si vous mesurez des quantités de bactéries indicatrices fécales à un moment donné dans la Seine et que vous dites à tous les gens qui sont en train de se baigner « Ouh là là, sortez vite, on a dépassé le seuil », évidemment, ça ne marchera pas. Donc il faut arriver à utiliser ces différentes données d'une manière un peu prédictive aussi, et il y a donc un certain travail à faire. Et évidemment, le couplage modèle-données peut peut-être permettre d'arriver à utiliser ces différentes données de manière plus intelligente que comme des séries de chiffres avec des seuils où on dira à un moment donné stop, go, etc. Et donc je mentionne toujours quand je parle de ce sujet-là le fait que les bactéries indicatrices fécales ne sont que des indicateurs, elles n'ont pas la preuve d'un risque, elles ne sont pas la preuve de certaine de la présence ou de l'absence de germes ou de virus ou d'autres pathogènes dans l'eau, et que donc il ne faut pas oublier de travailler toujours sur cette deuxième question-là, cette question qui est un peu en dessous, un petit peu cachée, qui est qu'il faut quand même aussi arriver à connaître quelles sont la quantité de pathogènes réels présents dans l'eau. Ce serait probablement prendre des risques et faire de grosses erreurs que de ne travailler que sur les indicateurs. Alors même si c'est beaucoup plus difficile, si on ne peut pas prévoir avec ces méthodes-là, il faut maintenir un fond de recherche. Et puis, alors tout ce joli schéma techno avec plein de modèles et de mathématiques, la majorité des habitants et des gestionnaires, ça passe à 1000 mètres dessus. Il y a les gens qui s'impliquent dedans, trouvent ça super, mais les autres le connaissent même pas. Et donc la question c'est, ok, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça correspond finalement aux enjeux? Et donc Gabriel, alors je voulais juste annoncer que plus tard tu nous parleras de ça, mais je veux bien te passer la parole maintenant. Donc je pense qu'il faut que j'aille très 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 vite maintenant, c'est ça. Donc quelques exemples très simples juste pour montrer en gros ce qui se passe. Ça c'est des exemples de simulation d'une série d'aménagements. Alors j'ai pris un exemple tout simple, en gros on traite tout le temps sec comme il faut, enfin comme on pense le faire. Et on compare à ce qui se passait avant. Donc évidemment, on diminue fortement les valeurs quand il pleut pas, c'est la courbe rouge, mais quand il pleut, la dominance de l'apport de temps de pluie est telle que l'effort qui est fait sur les temps secs en période de pluie, il a un effet quasiment nul. Donc mais ça, on le savait déjà, il faut absolument traiter les rejets de temps de pluie, mais je voulais juste montrer qu'on commence à être capable de faire des simulations comme ça, avec un pas de temps Nicolas horaire. Voilà. Les modèles statistiques donc, qui utilisent des données hydrologiques, météorologiques, voire de qualité de l'eau passée, ils existent, on continue à travailler dessus, à les adapter, en particulier dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle DWC, avec des Allemands du RVB, Berlin, et ça c'est le modèle qu'ils avaient développé pour Berlin et qu'on adapte sur la Seine, qui permet de prédire. C'est la courbe un peu bleutée, là, avec des écarts autour à 90
un peu marqué en gris, qui permet de prédire quelle serait la quantité de bactéries indicatrices fécales dans un certain lieu de baignade dans la Sprée. Et sur leur série, il n'y a que 3 points où ça ne marche pas. Donc ça veut dire que c'est plutôt pas mal. Vous remarquerez quand même que les écarts sont assez forts aussi. Donc on peut prédire quand on n'en attend pas trop. Voilà. Les équipes françaises travaillent aussi là-dessus, notamment nos collègues de l'université de Créteil développent aussi des approches de ce type. Et les questions qui se posent, qui sont les mêmes pour tous, c'est finalement, est-ce qu'on peut se contenter des données qu'on a sur le site ? Est-ce que ça ne serait pas plus intelligent d'essayer d'intégrer des données venant d'autres sites similaires pour gagner un peu en prédictabilité parce qu'on a une quantité de données plus forte ? Le nombre de données est toujours la chose qui manque. Une autre idée serait alors d'utiliser Prose en modèle mécanisme pour générer des jeux de données et utiliser ces jeux de données pour faire pour caler un modèle statistique. Et puis, Gilles parlait de ces données de spectrofluorescence. Il y en aurait peut-être d'autres aussi, donc utiliser d'autres données de qualité d'eau, mesurées de manière rapide pour piloter aussi ces estimateurs. Alors, pour autant, tout ne va pas très bien toujours avec Prose. Là, c'est un exemple de simulation en 2018 dans la Marne, où on voit que les points mesurés, c'est les petites croix rouges, là. Les simulés, c'est à bleu. Au début, ça va bien, c'est normal, on est à l'entrée. Une quinzaine de kilomètres plus loin, on est un peu trop haut. Et une quinzaine de kilomètres encore plus loin, on est franchement trop haut. Alors, ce n'est pas toujours le cas. C'est nettement le cas pour l'année 2018. Et ça sous-entend que on ne simule pas la disparition des bactéries indicatrices fécales assez vite. Elles disparaissent plus vite que ce que le modèle dit. Alors du coup, on a repris un peu des manips anciennes, qui avaient été d'ailleurs initiées par Pierre, et on montre dans des essais labos, dans les températures de milieux différentes, il y a quelques données en plus pour cet été qui ne sont pas encore là, que la valeur connue qu'on utilise en Prose de 0,04 par heure, elle reste bonne, même en l'année 2020 ou 2021. Il n'y a pas eu de changement tellement majeur dans la qualité de l'eau de la Seine pour que ça change. Ce que ces essais nous ont permis de voir aussi, c'est des différences peut-être un peu plus subtiles sur la dégradation, la disparition des Escherichia coli dans les sédiments. On s'est rendu compte que cette vitesse dépendait beaucoup du fait que les sédiments soient très denses ou pas, avec une disparition quasi nulle dans des sédiments denses, boueux, et une disparition qui restait assez forte dans des sédiments encore un peu meubles. Donc peut-être que dans les simulations avec Prose de déposition, érosion, il y aurait des évolutions à faire. Mais la grande question critique, c'est celle des apports. Parce que les apports de temps de pluie, on les maîtrise assez mal, pour ne pas dire plus. Les débits, on arrive à avoir des mesures, on va de plus en plus avoir des valeurs simulées. Donc il y a des modèles d'écoulement en réseau qui fonctionnent bien. Sur l'agglomération parisienne, ça s'appelle MAGE. Le modèle a été étendu au-delà de la stricte zone SIAP. C'est un modèle SIAP. Et donc voilà, on commence à arriver à avoir des estimations tout à fait bonnes des débits. Par contre, la qualité de l'eau dans ces rejets, ça c'est quelque chose qu'on maîtrise assez mal. Et les affluents urbains de type Orge, Bièvre, Hyères, Morbras, etc. Là, la connaissance sur la qualité, notamment quand il pleut, reste aussi très très faible. Donc il y a eu des séries de mesures qui ont été faites. J'en illustre juste une en passant très vite. On est sur l'Orge, on a un pic de débit. On a des valeurs en bleu de quantité d'Escherichia coli qui montent très fort. On atteint 1 million en Escherichia coli par 100 ml. La norme de baignade, elle est à peu près à 1000. Et de l'ammonium qui croît, puis ça diminue, etc. Donc on a des séries de données en un certain nombre de points, et si on synthétise tout ça, on se rend compte que la qualité de l'eau baisse, qu'on a des quantités de bactéries fécales croissantes quand la pluie croît, et on est capable de donner des premières abacs qui permettraient de simuler cela. Dans les déversoirs d'orage, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses séries de mesures qui ont été faites dans le cadre du schéma directeur d'aménagement du SIAP et des séries de données qui ont été faites en plus. Et voilà le genre de courbe qu'on obtient à la fin quand on veut, par exemple, corréler
la quantité d'Escherichia coli avec le paramètre DCO, qui est par ailleurs le paramètre collecté pour l'autosurveillance des rejets, donc un paramètre auquel on a accès et qu'on pourrait utiliser pour simuler les flux de rejetés. Les écarts sont assez grands. Bon, je ne vais pas détailler ce graphique parce que je vois que tout le monde me presse de finir, mais on arrive quand même à estimer, je ne regarde pas Gilles, 4 minutes, oh, c'est cool. Donc on arrive quand même à se doter d'une loi qui est l'espèce de courbe gaussienne en biais, là, qui permet d'estimer finalement de combien est la probabilité d'avoir des valeurs d'Escherichia coli autour de, par exemple ici, c'est la courbe tracée en ligne droite. Alors c'est un peu brutal de tracer une courbe en ligne droite, mais bon. Et donc on voit si on veut simuler de manière stochastique quels ont pu être les apports, on va pouvoir tirer des valeurs à l'intérieur de cette courbe. Donc on a une première piste, quoi, mais ça reste un sujet. Heureusement, ou grâce à d'autres séries de données, on va peut-être pouvoir progresser de manière un peu différente. Il y a eu de très gros progrès au cours des dernières années sur les technologies de mesure des bactéries indicatrices fécales in situ. Notamment dans la Seine et dans la Marne, sont déployés en ce moment par la ville de Paris, par Haut-de-Paris, des capteurs différents. L'un d'eux s'appelle Alert, est développé par une société française, s'appelle Fluidion. Il simule ce qui se passe dans un labo. Donc quand on fait une mesure de bactéries indicatrices fécales dans un labo, on met les bactéries en culture, on les laisse pousser à température fixée, etc. Et au bout d'un certain temps, on mesure où est-ce que ça a poussé ou pas. Eh bien, l'appareil de Fluidion, qui s'appelle Alert, il fait ça dans l'eau. Donc il prélève sa flotte, il la maintient à température, et au bout de quelques heures, parce qu'il faut quand même le temps que ça pousse, il va être capable de dire combien de bactéries il y avait au début. Donc voilà un exemple d'application qu'on a fait cet été à Ablon, où on a les séries de données d'estimation avec le Fluidion dans la courbe du haut, et en parallèle les précipitations à Orly, la station pluviométrique la plus proche. D'évidence, on voit une relation très forte qui est probablement liée à des apports de l'orge qui est tout proche de ce barrage. Et j'aime beaucoup ce graphique-là, je le trouve superbe. C'est 1 an d'implantation du système Alert à Paris, en vert, une station Hamon dans le 13e, la piscine Joséphine Becker, et en bleu, le pont de Diana. D'abord, on voit que les données sont très homogènes. On a plutôt confiance entre elles. Donc les données sont très homogènes, ça donne foi. On voit aussi que le premier confinement a eu un impact majeur sur la quantité de bactéries indicatrices fécales en Seine, le creux que vous avez en avril. Et puis, on voit qu'au cours de l'été, on voit apparaître de nouveau cette diminution de quantité de bactéries indicatrices fécales entre la courbe bleue à l'amont de Paris et la courbe verte plutôt à l'aval. Ce qui pousse encore dans l'idée que la dégradation in situ est quelque chose qui existe vraiment, et pareillement avec PROSE, on a un petit peu de mal à simuler ça. Donc ça, c'est une première méthode donc, qui donne des éléments, des valeurs, avec une fréquence de plusieurs heures. Il y a une deuxième appareillage qui s'appelle le ColiMiner, qui fait non pas une croissance, mais qui mesure directement la quantité d'une enzyme fluorescente, qui est pas la glucosidase, mais la glucuronidase. Et alors là, on a des mesures avec une fréquence beaucoup plus faible, on a des mesures toutes les 15 minutes. Et on a ici, sur la prise d'eau de l'usine d'Orly, un incident de rejet d'eau usée qui a eu lieu un petit peu à l'amont. On voit très bien l'impact de ces rejets. Et il y a des mesures d'Escherichia coli en bleu qui ont été faites. Et on voit aussi sur une séquence un peu plus longue, de novembre à décembre, sur l'entrée de la station d'épuration de Joinville, donc on est en Marne là, comment on a un bruit, une fluctuation rapide de ces teneurs en bif, qui est un peu lié à la pluie, c'est quand il pleut qu'il y a plus de choses, mais on voit aussi que le signal est vraiment très très dessiné, très fin, et il y a encore pas mal de boulot, quoi, je veux dire. Alors, je reviens sur ce que disait Nicolas sur les pas de temps, sur ces questions de pic.
Si on veut assimiler des choses, c'est vraiment une question clé. Parce que si tu mesures quelque chose à un moment donné, que tu l'assimiles, que tu crois que tu es au début du pic, alors parce que ton modèle t'a dit que c'était par la vitesse de l'eau que c'est le début du pic, alors que tu es déjà à la fin, tu assimiles tout faux. Donc, quand on va vouloir assimiler des pics, assimiler des effets de pluie, il va falloir trouver une méthode qui n'est pas trop sensible à la position réelle. Si le pic arrive un peu en retard, c'est peut-être pas parce que le paramètre sont faux, c'est juste parce que le modèle hydro est un peu décalé ou que la pluie est un peu moins forte que prévu, etc., etc. Donc on a tous ces enjeux-là qui vont être des choses à faire. Alors moi, en assimilation de données, je fais partie des nuls. Donc j'ai décrit comment moi je vois l'assimilation de données, donc c'est l'assimilation pour les nuls. Ça reprend un peu ce qu'a dit Nicolas. Je ne veux pas dire que tu fais partie des nuls, mais c'est juste pour dire que tu expliques bien. Donc on a plusieurs simulations ensemble. On a dit qu'on allait choisir des valeurs de concentration plausibles dans les rejets. On les lance toutes ensemble. Au début, elles valent toutes le même prix. Et puis, au fur et à mesure qu'on a des données de qualité, on va se rendre compte que certaines simulations sont plutôt meilleures. Et donc, on va leur donner un plus grand poids. Et avec ça, cet ensemble de simulations qui vont être plus ou moins aimées, on va finir par valider un modèle qui va être plus raisonnable, finalement, et qui va intégrer tout ce qu'on a. C'est-à-dire à la fois les intensités de débit dans les différents rejets, le potentiel de courbe de sortie de ces rejets, plus les vitesses de l'eau, plus etc., etc. Donc ces méthodes ont l'avantage d'intégrer tout ce qu'on sait. Alors, j'ai bientôt fini. On n'oublie pas que les bactéries indicatrices fécales ne sont pas des indicateurs directs de risque. Donc on continue à travailler sur la relation entre la bactérie indicatrice fécale et les pathogènes. Alors je voulais juste illustrer, parce qu'on commence là avec ça. Les grosses séries de points noirs, là, c'est les relations entre bactéries indicatrices fécales et pathogènes dans la Seine, un peu de tout temps, mesurées depuis de nombreuses années. On voit qu'effectivement, on n'a pas une belle ligne droite. Donc les bactéries indicatrices fécales sont en ordonnée, et en abscisse, c'est des quantités de génomes de différents virus. Rotavirus à droite, adénovirus à gauche. Il y a eu quelques premières séries de campagnes qui ont été faites, je ne dirai pas où, parce que les données ne sont pas encore traitées et vraiment vues. Mais j'ai rassemblé par une petite patate rose l'ordre de grandeur de ce qu'on a trouvé sur ce site. Et bien sur ce site, on était complètement à gauche de la courbe pour les adénovirus et complètement à droite du paquet de points pour les rotavirus. Donc ça veut bien dire qu'il ne faut pas espérer estimer des quantités de pathogènes à partir d'une mesure de bactéries indicatrices fécales. Ça, c'est un leurre. Donc on ne peut pas estimer le risque de manière directe. Donc il faut avoir de l'information en plus, par exemple sur les émissions par les égouts de rotavirus, le nombre de malades, etc., si on veut réussir à estimer véritablement un risque. Et puis, comme je suis épuisé, je vais passer la parole à Gabriel. Oui, je vois. Je découvre ce que j'ai à présenter. Donc, parmi les outils qui sont développés, il y a des outils qui ont pour objet... Ça marche. Des outils dont on s'attend à ce qu'ils soient utilisés par des grands acteurs qui travaillent sur la baignade ou voire même des utilisateurs, des baigneurs eux-mêmes. Et donc, quand on développe des outils à destination d'utilisateurs, il faut les développer avec ces utilisateurs, d'où l'importance d'organiser une communauté des utilisateurs qui va être constituée donc, des grands acteurs qui travaillent sur la baignade, donc les conseils départementaux, le syndicat Marne-Vive, la ville de Paris, la DGS, tous les services de l'État, l'agence, et les villes et les EPT concernés, avec une mission assez technique. Donc, pour une première application qu'on appelle l'application experte, qui aura pour objet de gérer les sorties de l'outil de prévision et du coup, de donner tous les éléments pour que les gestionnaires de sites de baignade puissent décider d'ouvrir ou non la baignade. Et puis ensuite, de transmettre leurs décisions
à une application publique où là, on donnera à l'ensemble des baigneurs potentiels l'information que tel ou tel site est ouvert ou pas. Donc il y a des enjeux techniques sur les deux applications en termes de patents, en termes d'incertitude, en termes de combinaison d'informations. Il y a aussi des enjeux évidemment commerciaux de l'application publique, de savoir est-ce que on intègre dedans des considérations pour savoir est-ce qu'elle s'autofinance, donc du coup est-ce qu'elle vend des données, est-ce que, enfin voilà, on peut imaginer différentes choses qui sont à discuter vraiment avec la communauté des utilisateurs. Non, alors j'ai peut-être pas compris. Ça fait rien, ça va marcher comme ça. Voilà. Alors, dans les travaux qui sont menés au PNCN, il y a aussi une enquête sur la gouvernance de la baignade pour comprendre à la fois comment est arrivée cette question sur l'agenda politique au-delà des JO. En fait, avant les JO, il y avait déjà des acteurs qui s'étaient penchés sur ces questions et qui avaient œuvré à ce que le désir de baignade soit plus entendu. Il y a eu à la fois, par exemple, des acteurs qui ont porté la baignade spontanée dans des mouvements de reconquête de l'espace public en ville, notamment le laboratoire des baignades urbaines expérimentales, qui portait une vision assez différente de la baignade telle qu'elle va s'organiser finalement, et qui était finalement assez militant sur une forme de baignade très peu organisée. Ce n'est pas tout à fait la même vision non plus qui était développée par des acteurs qui ont vu dans la baignade la possibilité d'une reconnexion avec les objectifs de reconquête de la nature et que finalement, si les gens se baignaient, ils comprendraient mieux pourquoi on allait vers le bon état écologique. Et finalement, la baignade qui s'organise, c'est celle qui est autour du zéro défaut bactériologique, c'est-à-dire on n'ouvre que quand on est vraiment sûr que ça sera sans risque pour la santé. Et c'est intéressant de rendre visible les décalages qu'il y a dans ces différentes visions, parce que c'est des acteurs qui existent toujours et dont les objectifs ne se recoupent pas forcément complètement. Et dans nos enquêtes, on s'intéresse aussi aux inquiétudes qui sont véhiculées autour de la baignade, et notamment chez les élus, mais aussi chez d'autres acteurs, qui ne sont pas uniquement bactériologiques. Donc il y a aussi des implications concrètes sur l'aménagement des sites de baignade qui sont mal connus, et puis des services qui craignent de communiquer sur le sujet, parce que c'est à la fois des enjeux de timing, à la fois des enjeux politiques assez forts. Alors, pour aborder ces enjeux, on fait des enquêtes donc, auprès de plusieurs acteurs et on fait aussi une comparaison avec Berlin. Donc, c'est notamment Gaël Rouillet-Kielo qui s'en occupe. Il faut savoir qu'en fait, cette reconquête de la baignade en ville, elle existe dans d'autres capitales européennes. Elle existe à Bâle, à Copenhague, à Berlin, à Amsterdam. La baignade en eau libre, c'est une pratique qui est souvent beaucoup moins encadrée que ce qu'on envisage à Paris, et notamment à Berlin, par exemple. Alors peut-être aussi parce que ça ne se fait pas aujourd'hui dans la Spree, mais dans des lacs qui sont, du coup, d'un point de vue bactériaux, beaucoup plus sûrs. Il y a quand même des difficultés qui sont très intéressantes à voir sur les villes qui se sont engagées là-dedans, quels sont les retours d'expérience. Et on se rend compte qu'il y a des difficultés qui sont très similaires, voire accrues, sur la question de la gouvernance des infrastructures pour la baignade, en termes de budget, en termes de compétences techniques et de coordination entre les réseaux. Et puis des réticences importantes de la part des gestionnaires des espaces qui sont dédiés ou qui sont pressentis pour la baignade en termes de conflits d'usage. Et ça fait l'objet des enquêtes qu'on va continuer de mener. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Est-ce qu'on a des questions directes sur cette présentation consacrée à la baignade? Oui, ok. Oui, une question de Sarah Feuillette. Vous avez parlé de risques sanitaires liés à la microbiologie et puis du point de vue des élus, aux aménagements, etc. Et sur le sujet des micropolluants, parce qu'il nous semble quand même que ça peut... Enfin, pour avoir discuté avec Marnevive récemment, il me semble qu'il y a un sujet micropolluant aussi, non? J'ai tendance à penser qu'il est un peu secondaire, mais je vais peut-être laisser préciser. Oui.
Marion Delarbre, ville de Paris. Alors en fait, les micropolluants posent problème. C'est des polluants qui sont en faible concentration et ils posent problème quand on est dans le cas d'une exposition répétée. Une baignade, par définition, c'est un événement ponctuel. C'est pour ça qu'effectivement, je rejoins Jean-Marie Mouchel pour dire que c'est un problème assez secondaire. Oui, je voulais revenir sur le graphe où on voit les génomes de virus en fonction de la concentration en bactéries. Et du coup, est-ce que c'est quand même un bon indicateur le seuil fixé par la directive européenne pour la qualité sanitaire des eaux de baignade? Les normes sur les bactéries indicatrices fécales, elles ont été établies à partir de statistiques sur des risques d'apparition de certaines maladies, sur la base d'analyses de baignades dans lesquelles la même qualité avait été mesurée. Donc il y a des milliers de tests qui ont été faits, des milliers de personnes dont on savait qu'elles s'étaient baignées dans une eau avec une certaine quantité de bactéries indicatrices fécales et qui avaient tel pourcentage de chances d'attraper une gastro, qui est le risque numéro 1. Donc les statistiques sur le risque ont été faites à partir de ces données-là. Donc c'est normal quelque part de se servir de ça pour évaluer la baignabilité. Mais ça, c'est des visions un petit peu larges, quoi. Si vous voulez savoir à un moment donné si vous avez un vrai risque dans cette eau présente devant vous, là, il faudrait connaître ce qu'il y a comme pathogène. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Juste un point quand même, la norme elle a été faite aussi sur des bases épidémiologiques, c'est-à-dire qu'il y avait une relation qui avait été faite à partir de 3 enquêtes faites dans les eaux de baignade, dans des eaux douces par l'Allemagne, les eaux marines par l'Angleterre et la France, c'était des rétroanalyses et c'était vraiment une relation entre les seuils d'Escherichia coli, des différents pathogènes et des gastro-entérites. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça doit peut-être être visité par rapport au nombre de pathogènes circulant aujourd'hui et particulièrement dans des rivières urbaines. C'était juste pour compléter. Mais moi, j'avais une question, un détail très technique. Tu me confirmes ce que j'ai entendu? J'avais 2 questions. Que les bactéries fécales disparaissent moins bien dans un sédiment tassé versus un sédiment liquide? Je suis désolé, j'entends super mal. Je repose la question. Il me semble que tout à l'heure, tu as dit que les bifs disparaissaient moins vite dans des sédiments tassés versus sédiments liquides. Oui. Ok. J'ai dit ça. C'est-à-dire qu'on a une... On ne va pas occuper le temps de parole, mais... L'histoire des sédiments et des couches fluides de sédiments qui se promènent au fond, c'est un vieux serpent de mer. On en parle depuis le début du programme. Mais dans ces couches fluides, donc de sédiments très peu déposés, la vitesse de disparition des bifs est aussi rapide que la vitesse qu'on a dans l'eau. Alors que quand on atteint un sédiment un peu plus ancien, un peu plus tassé, là on atteint une vitesse nettement plus faible. Ok, peut-être que dans les sédiments liquides ou vases fluides, tu as des bactéries qui sont moins bien adaptées. Enfin, si c'est des souches cliniques qui disparaissent plus vite. Enfin, ouais, ou peut-être qu'il y a beaucoup de brouteurs encore et que dans les sédiments tassés, il n'y en a plus. Enfin, mais je ne suis pas trop convaincue de bactéries qui... On n'en a jamais trop retrouvé des bactéries cultivables quand on descendait en profondeur. Non, mais c'est super intéressant. On ne va pas occuper la discussion tout de suite. Oui, le deuxième point sur la corrélation, enfin les études qui ont été faites, c'est bien les génomes de virus versus les Escherichia coli. Donc, il y avait eu une étude il y a très longtemps sur l'analyse du risque dans le GIP-SAM. Enfin, à l'époque, c'était le programme scientifique Sénaval, où les collègues canadiens étaient venus. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était Pierre Paiement à l'époque. Il y avait une discussion entre Yves Romer et Pierre Paiement. Pierre Paiement pour évaluer
l'exposition au virus, les entérovirus utilisaient une technique de culture in vivo pour savoir si les capsides étaient encore fonctionnels pour permettre, tout le monde fait de la viro maintenant avec le coronavirus, mais la reconnaissance des récepteurs humains, versus une approche génétique qu'on fait tous dans nos labos, plus simple, où là, tu as le génome, mais pas forcément de cet aspect-là, c'est-à-dire le génome peut être là sans pour autant que le virus soit infectieux. Et donc peut-être, est-ce que vous avez l'intention de faire ce rapport entre génome, parce que de toute façon, s'il y a le génome, il y a une proportion de particules infectieuses qui sont présentes. C'est une excellente question. Qui quelqu'un dans la salle veut se lancer là-dedans? Je sais pas, Laurent, il est là, Laurent Moulin. Je ne crois pas qu'on ait vraiment prévu ça, mais peut-être que quelqu'un d'autre parie. C'est une discussion qu'on a souvent avec Laurent, mais je pense que c'est parti. Bon, c'est pas grave, je lui refilerai à l'ANSES. Mais c'est vrai, j'ai parlé de génome. Le génome, en soi, n'est pas un risque. C'est la... Voilà. Il y avait eu un désaccord entre Pierre Pémont et à l'époque les collègues d'Ifremer. Si je me souviens du débat, ça avait été un peu sévère. Mais bon, la question reste tout le temps, quand on parle à l'ANSES, qu'on évalue ces risques, je pense que Johnny pourra témoigner, même s'il n'est pas microbio, c'est rémanent. C'est toujours, est-ce que la particule est infectieuse ou pas? Michel Mébec, Métis. C'est une question à la fois pour Gabriel et peut-être aussi pour Jean-Marie. À Berlin, il y a la Spree elle-même, et puis il y a 3 lacs. Il y en a un en amont, un, on va dire, position intermédiaire, et un en aval qui est directement impacté par les rejets d'eau usée. Et à Paris, le bassin de la Villette, c'est pas la Seine, et il y a aussi peut-être des bases de loisirs qui sont ouvertes à la baignade déjà. Donc, est-ce que vous avez commencé à regarder la typologie différente de la contamination de ces différents types d'eau? Je pense que la question de la contamination, c'est plutôt toi. Bon. Je pensais que tu allais la prendre, la question, parce que comme c'est Michel... Dans la base de données CapGeo, les baignades autorisées dans la base de loisirs de Jablines ou autres sur le bord de la Marne, ils y sont. Les données de la Villette aussi y sont. Donc oui, on a des données sur la qualité d'eau des baignades autorisées qui sont normalement en dessous de 900 Escherichia coli par litre au pourcentage 90. Dans la Seine et dans la Marne, on est largement plus haut que ça. La Villette est un site de baignade actuel. Je ne suis pas sûr que la ville de Paris l'envisage pour les JO, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Pas de réponse. Non, la ville de Paris ne donnera pas d'informations sur cette question. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion, ce sera pour Gabriel en fait. Dans le schéma des... Ça marche pas? Ah pardon, Sonia Decker de l'Agence de l'eau. Donc en fait, dans le schéma des acteurs que tu présentes, il y a pléthore d'acteurs, alors que finalement, il y a... Enfin moi, ce que je comprends de la baignade, c'est qu'il y a urgence à l'ouvrir et la fermer en fonction de la contamination. Et est-ce que ce schéma, il n'a pas mérite à être beaucoup plus simplifié? C'est-à-dire, il y a la collectivité, il y a l'ARS, et puis point barre. Parce que si on demande l'avis de tous les acteurs qui ont été cités, rien ne se fera. Soit il n'y aura jamais de baignade, soit il n'y aura jamais de fermeture de baignade. Enfin, ça ne marchera pas, en fait, je pense. Non, mais c'est parce que je me suis mal exprimée. En fait, la décision d'ouvrir ou de fermer un site de baignade appartient au gestionnaire du site. Et donc, c'est un gestionnaire municipal. Et donc, la chaîne, elle sera très simple. En revanche, pour concevoir le type d'information qui est utile à chacun de ces gestionnaires, on a besoin d'associer plus d'acteurs qui peuvent apporter du conseil, notamment
parce qu'en fait, les gestionnaires de sites se sentent très démunis par rapport à cette nouvelle expertise. Donc du coup, l'ensemble des acteurs que j'ai cités, c'est plutôt des acteurs qui sont assez experts, plus des acteurs qui ne le sont pas du tout, et qui vont ensemble définir quelles sont les informations utiles. D'ailleurs, ils ne décideront pas forcément tous la même chose. Il y en a qui se reposeront sur des outils différents, mais ils auront ensemble acquis des compétences en commun pour avoir des modes de décision robustes qui, en dernier lieu, appartiennent à chaque gestionnaire de baignade. Oui, c'était juste un point qui n'a peut-être pas été évoqué. Un des éléments qui peut expliquer la décorrélation entre l'abondance des Escherichia coli et la présence de virus, quelle que soit la méthodologie utilisée, c'est le fait qu'il y ait des rejets qui sont ultra filtrés. Par exemple, les rejets de la station d'Olainville, il y a absence d'Escherichia coli, il y a forcément les virus. Donc, dans les rivières urbanisées où on va avoir des pratiques de baignade, là, il va y avoir un fort facteur de corrélation et effectivement, il faut revoir les normes. Sur ce coup-là, il faut les revoir. Oui, mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème qui fait que les grosses enquêtes épidémiaux qui ont eu lieu dans le passé, finalement, on se demande ce qu'elles valent encore, puisque effectivement les ratios entre différents types de pathogènes changent, puisqu'on traite de plus en plus les eaux, et que les rendements du traitement ne sont pas les mêmes selon si on parle de bactéries, de virus, etc. Donc oui, là, il y a une vraie question. Donc on en a encore beaucoup de questions. Donc on se rattache à la norme, mais on n'oublie pas qu'il y a des petites questions, quoi. Voilà. Justement, j'avais une petite question pour toi, Jean-Marie, Josette Garnier. Pourquoi finalement l'activité, pas l'activité bactérienne, mais l'abondance bactérienne des indicatrices a diminué pendant la période de Covid? Parce que les gens, c'est une excellente question, mais je trouve que c'est une période sympa. Enfin, pour la quantité de bactéries en scène. Tu vas pas me dire que la piscine Joséphine Baker rejette. Je pense qu'il y avait beaucoup moins de bateaux. Je pense que c'est la navigation et la resuspension des sédiments qui a induit le fait qu'il y a plus de dépôts. Le dépôt c'est bien fait et on avait moins de bactéries. Quand même une fraction de bactéries qui est liée à des matières solides. Ce qui peut-être ouvre une piste pour la gestion de la baignade au cours des JO. Voilà, peut-être. Je ne le dis pas à VNF, bien sûr, mais voilà. Et puis une petite remarque, je crois que ce n'était pas l'activité glucosidase que tu travailles trop tard le soir. C'est glucuronidase. Oui, je m'en suis rendu compte. Oui. On corrigera avant la mise en ligne, évidemment. Bah oui. Moi, j'ai une question pour Jean-Marie. Michel Poulain, nageur repenti, ou enfin, voilà. Nageur potentiel, disons. Et donc, tu disais, Jean-Marie, que les BIF, enfin les indicateurs dans la colonne d'eau et dans les sédiments fluides qui disparaissent assez rapidement, mais qui avaient éventuellement un réservoir de sédiments consolidés. C'est quelque chose qui est étudié, ça, actuellement, les sédiments consolidés. Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup? Parce qu'avant, on disait qu'il y en avait peu. Mais si c'est un réservoir de cochonneries, de pathogènes, c'est un peu embêtant. Comme le faisait remarquer Fabienne, il n'y a pas beaucoup de bactéries dedans. C'est pas parce qu'elles se dégradent lentement qu'il y en a plein. Parce que le temps de séjour de ces sédiments au fond de l'eau est très long aussi. Donc il ne faut pas confondre la quantité présente et la vitesse de dégradation. On n'en trouve pas énormément, de bactéries dans les sédiments. On est de l'ordre de... j'ai calculé hier soir aussi que si on prenait les teneurs qu'il y a dans les sédiments en bactéries par gramme, qu'on remettait ces sédiments dans l'eau, ces sédiments aux teneurs en matière en suspension normale qu'il y a dans l'eau, c'est moins de 1% des quantités totales de bactéries indicatrices dans l'eau. Donc la teneur dans les sédiments par rapport à ce qu'il y a dans l'eau est quand même assez faible, mais ça se dégrade lentement. Alors est-ce qu'on en trouve? Oui, puisqu'on a pu faire les mesures. On n'en trouve pas toujours, mais on en voit, oui.
On échantillonne sur les berges avec le fameux cône berthois, inventé en 1943, enfin par M. Berthois, qui marche très bien. Voilà. Et alors moi, je suis curieuse, pourquoi le fait qu'il y ait quand même plus d'1 million de Parisiens qui soient partis pendant le confinement, c'est pas ça l'explication de la baisse de la contamination? Pourquoi est-ce que le confinement... Pourquoi c'est pas le fait qu'il y ait eu moins d'habitants? Pourquoi la première hypothèse que tu émets, c'est les bateaux? Parce que ça a baissé d'un facteur 10. Hein. Et il n'y avait pas 90% d'habitants qui sont partis. Voilà. Alors ça a peut-être joué un peu, hein, messieurs. Jean-Pierre Tahuchi du SIAP, juste en complément. On a eu un printemps exceptionnel aussi, l'année dernière. Oui. Il n'y a pas eu de pluie, etc. Donc pas de trafic, pas de pluie, tout va bien. Mais je pense qu'effectivement, je pense que c'est quand même un événement assez rare, enfin, au plan épidémiologique certes, mais au plan de ce qu'on a mesuré dans la Seine. Je pense que ça vaudrait quand même le coup effectivement de creuser un peu par d'autres sources de données sur cet épisode-là. Je voulais compléter la réponse à la question de Sonia Decker. Gabriel, tu m'en voudras pas, je pense que tu n'as pas eu le temps de le dire, mais l'autre partie du travail qui est conduit par l'INRAE consiste à s'occuper aussi du grand public et donc à avoir des focus group pour les interroger sur la manière dont ils pourraient se comporter ou réagir par rapport à une information qui leur est donnée sur la qualité de l'eau. L'idée, elle est que derrière ça, dans l'application grand public, on fournisse aussi une information adéquate par rapport à leurs attentes. D'une part, connaître les attentes et ensuite proposer la bonne information autant que possible. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, remarques? On sent que l'assimilation de données sur prose et la matière organique font peu le poids face à la baignade. On fera une session baignade la prochaine fois. On fera une session exclusivement dédiée à la baignade la prochaine fois. Est-ce qu'il y a encore des remarques ou des questions? N'hésitez pas, c'est les derniers instants du colloque. Non? Eh bien, écoutez, je pense que ça clôt cette dernière session. Merci à nos 4 orateurs d'être venus présenter et de répondre aux questions. Il ne me reste donc plus qu'à conclure ce colloque. Déjà, en vous remerciant tous d'être venus en présentiel, d'être venus participer à ce premier colloque de la phase 8 du Pirensen, le dernier daté de 2019, donc ça fait presque 2 ans qu'on ne s'était pas revus. On a été un peu moins nombreux en présentiel que prévu, mais je pense qu'on peut tous comprendre pourquoi. En distanciel, c'était une première, donc les retransmissions en streaming fonctionnent. Je pense qu'on pérennisera l'exercice par la suite. Voilà. Je remercie François Mercier, d'ailleurs, qui est à la fenêtre de la régie là-haut, qui s'est occupé de la retransmission pendant les 3 jours. Bravo à lui. On videra ton pot, t'inquiète pas François. Je remercie également tous les animateurs de session qui ont pris le temps de récupérer les présentations, de former tout le monde, d'informer tous les orateurs des temps et de les avoir fait respecter autant que possible. Merci à eux. Merci aux animateurs. Et merci au directeur du Pirensen, Nicolas Flippo, qui a été là pendant les 3 jours, à qui je vais laisser le dernier mot de la fin, la conclusion. Et merci à tous d'être venus. Nicolas, un dernier mot. Eh bien, merci à tous d'être venus, surtout à ceux qui sont venus, parce qu'on a eu quand même un petit point sur la gestion de ces événements. On a eu à peu près 50% de gens qui se sont inscrits, qui ne sont pas venus. Donc pour les présentateurs, ce n'est pas grave. Par contre, pour l'impact environnemental et le gaspillage de nourriture, c'est important. Donc j'en appelle à ceux qui sont en streaming, qui se sont inscrits
au déjeuner l'année prochaine de venir déjeuner avec nous. D'abord, ça nous fera grand plaisir parce qu'on était bien tous ensemble pendant ces 2 jours. Personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver, collègues partenaires opérationnels, nos collègues scientifiques et puis les habitués du Pierre-Hensen qu'on n'avait pas vus depuis 2 ans. Et ça a fait plaisir, je crois, à tout le monde de se retrouver. Et sur cette note positive, je vais vous souhaiter un bon week-end et à l'année prochaine.